Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Bonjour, madame. Bonjour. Donc, bienvenue au symposium international organisé par la chaire UNESCO sur la démocratie, la citoyenneté mondiale et l'éducation transformatoire des CEMET. Donc, le titre du symposium est Paix, culture et justice sociale. Alors, moi, je suis Olga Akukoshi. J'interviens en philosophie de l'éducation sur les problématiques de colonialité, décolonialité et éducation. Et je suis basée à Bordeaux, en France, dont j'ai la charge de cette session. Notre symposium comprend plus de 50 sessions avec environ 150 intervenants de plus de 35 pays en anglais, français, espagnol et coréen. Donc, notez que cette session est enregistrée et qu'elle sera diffusée en direct sur YouTube dès le lendemain. Donc, nous vous invitons bien évidemment à consulter le site web du symposium pour plus d'informations à l'adresse que vous avez dû consulter pour pouvoir vous enregistrer pour cette session. Donc, avant de commencer, j'aimerais inviter tout le monde à assister aux autres sessions par la suite, bien évidemment. Vous avez dû constater, et pour ceux peut-être qui nous suivent en ligne, que l'accès est libre, donc gratuit, et l'inscription peut se faire via le site web du symposium. Pour ceux qui ne peuvent pas assister aux sessions via Zoom, tout est également disponible sur l'une de nos plateformes Facebook, en anglais, en français, en espagnol et en coréen également. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre session intitulée Altérité et culture. Le thème donc de notre symposium, comme je disais tantôt, est paix, culture et justice sociale. Vous serez donc d'accord avec moi que si je vous dis qu'il n'y a pas de paix sans justice sociale et qu'il n'y a pas non plus de justice sociale s'il n'y a pas d'interconnexion entre les cultures, c'est la raison pour laquelle la thématique de cette session est altérité au pluriel et culture au pluriel. Il s'agit donc d'un complément indispensable à toutes les thématiques qui sont abordées, donc depuis le début du symposium et celles qui vont suivre. Sans plus tarder, je vais vous présenter les différents panélistes. Donc, nous avons Jean-François Dupeyron de la France, qui est maître de conférence, HDA émérite en philosophie de l'éducation, et sa réflexion s'intitule Éloge de la continuité. Nous aurons ensuite Alfred Gambou, qui est également de la France, enseignant-chercheur en philosophie de l'éducation, et pour qui la réflexion a pour titre Nos évidences invisibles et les ontologies plurielles de culture qui les sous-tendent. Et notre troisième panéliste, Gervais Noël Mbanfon, qui est du Cameroun, lui, qui est docteur en philosophie de l'Université de Yaoundé 1, spécialiste de l'ontologie, de la métaphysique et de l'histoire de la philosophie. Et sa réflexion a pour intitulé Identité et transcendance, la nécessité d'une éducation à la pensée élargie. Donc, certes, avant de donner la parole à nos différents panélistes, je souhaitais vous rappeler donc la présentation de cette session, l'intitulé ou le résumé qui avait été communiqué précédemment déjà depuis le lancement de notre symposium. Je lis. Parmi les obstacles à la paix et à la justice sociale dans les différentes sociétés humaines, l'enfermement de l'autre dans une essence humaine figée ou dans une culture déterminée a souvent joué un rôle essentiel. C'est ce que montre tristement l'histoire des multiples formes de barbarisation, de racialisation et d'ethnicisation et d'animalisation qui endeuillent l'humanité. Aujourd'hui encore, au cœur même de l'Occident démocratique, de nombreux ethno-nationalistes progressent en diffusant des idéologies xénophobes et identitaires, pratiquant souvent ce qu'Étienne Balibar appelle un racisme sans race. Dans celui-ci, les notions de culture et de civilisation sont surtout utilisées pour diviser et pour hiérarchiser l'humanité. En nous appuyant sur l'anthropologie de Jean-Loup Anselme et sur les théories actuelles des communs, nous prendrons le contre-pied de ces idéologies pour réfléchir au modèle des chaînes de culture et de société qui composent l'humanité. Notre session va se présenter comme suit. Chaque intervenant disposera de quelques minutes pour présenter quelques idées et réflexions sur notre sujet. Il y aura une période pendant laquelle les présentateurs pourront échanger entre eux.
Ensuite, nous aurons environ 10-15 minutes de discussion avec le public de Facebook et de Zoom. Je donne maintenant la parole à Jean-François Dupeyran. Oui, merci beaucoup Olga. Une très brève présentation de ce que je mettrai dans la discussion ensuite. Donc, la paix suppose la continuité, me semble-t-il, la continuité entre les populations, entre les sociétés, entre les différents groupes humains. Une forme de continuité qui existe par l'histoire, qui existe par les échanges culturels, qui existe par la génétique, qui existe par l'ensemble des mouvements de population qui ont réparti et fait croître l'humanité sur l'ensemble de la planète. Il me semble par contre que cette continuité est perdue de vue à la fois par les procédures coloniales, puis aujourd'hui parce qu'on appelle encore la colonialité du pouvoir, l'ethnicisation des peuples dominés, c'est une grande constante de l'anthropologie racialiste, de l'anthropologie colonialiste. L'ethnologie française s'est fondée avec cette mission, avant évidemment d'évoluer plus positivement. Donc ça, c'est la première des choses un peu embêtantes. Et la deuxième des choses, c'est la reprise parfois par des groupes dominés ou par des groupes minoritaires eux-mêmes de la question identitaire, se fait sur un mode très discontinuiste, insistant beaucoup sur un retour vers un paradis perdu, une source, une espèce d'archéologie culturelle qui parfois produit aussi des résultats négatifs, bien que nous ayons tendance à les oublier plus facilement. Alors, par rapport à ça, j'essaierai de développer rapidement la notion d'identité-relation que l'on doit à Édouard Glissant, qui permet de se sortir des pièges identitaires. Voilà. Merci Jean-François pour cette entrée en matière. Maintenant, je laisse la place à Alfred Gambo. Merci, chère Olga. Donc, mon propos, c'est sur nos évidences invisibles, hein. Alors, j'entends ici par évidence invisible, c'est ce qu'on a de plus normal, hein, c'est qui semble aller de soi dans nos habitudes, dans nos pratiques, dans nos comportements, dans ce qui nous structure. Donc, dire bonjour, les habitudes de tous les jours, c'est ce que j'appelle ici par les évidences invisibles. Et ces évidences invisibles, généralement, on se rend compte qu'elles existent quand on se trouve confronté dans des situations, dans des aires culturelles qui ne sont plus les nôtres. Souvent, quand on va à l'étranger et quand on se rend compte que ce que j'ai l'habitude de faire, dans une autre ère culturelle, ça peut heurter les autres, sans parfois qu'on se rende compte d'ailleurs. Et quand on s'en aperçoit, ça nous rappelle quelque chose à nous-mêmes. Finalement, il y a une différence. Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est qui semble aller de soi chez moi, ne l'est pas forcément chez les autres. Et là, il y a un questionnement qui surgit d'un coup. Et ça, c'est un élément important, me semble-t-il, pour essayer de voir de l'autre côté les anthropologies structurent un pluriel de culture. Alors, donc, j'essaie de faire un peu le face-à-face entre ces deux notions. Les anthropologies plurielles de culture, qu'est-ce que j'entends? Ce sont ces éléments souterrains qui structurent les cultures. Les cultures sont en quelque sorte comme des éléments visibles, hein, les croyances, la langue, les visions du monde, c'est ce qu'on voit. Mais derrière ces éléments-là, il y a des choses qui les sous-tendent, qui les traversent en souterrain. Et ces choses-là, c'est ce que j'appelle ici les ontologies plurielles. Et ces ontologies plurielles sont pour moi les éléments structurants, si on veut bien comprendre en quelque sorte pourquoi nous agissons de telle façon plutôt que telle autre. Et dès lors qu'on n'a pas essayé de creuser et de comprendre ces éléments structurants qui nous tiennent et qui qui sous-tendent nos agirs ou nos réactions, nos comportements, nos façons de voir le monde, il est difficile de penser la question de l'intercompréhension ou la question de l'interculturalité. Donc, l'hypothèse que je mets ici, c'est que penser l'altérité, penser l'intercompréhension, penser l'interculturalité, il faudrait avant tout creuser ce qui structure ces éléments-là, ce qu'on ne voit pas d'emblée. Et c'est dans l'analyse de ces éléments qu'on ne voit pas qu'on peut voir ce qui nous est propre, ce qui peut être en même temps
l'élément qu'on peut universaliser, qui peut être universel. Et c'est dans cette dynamique que je peux interpréter ou bien analyser. Je vous soumettrai cette magnifique phrase de Gadamer dans Vérité et méthode, quand il dit « Reconnaître dans l'étranger ce qui nous est propre et réussir à l'habiter, tel est le mouvement fondamental de l'esprit, dont l'être n'est que retour à soi à partir de l'être autre. » Réussir, en quelque sorte, cette gymnastique ontologique et métaphysique, mais semble-t-il, nécessite cette compréhension de ces éléments ontologiques qui structurent notre façon de voir les choses ou le monde. Voilà ce que j'essaie de mettre sur la table et peut-être les échanges permettront de creuser cette question. Merci. Très bien, merci Alfred. Je donne la parole maintenant à Gervais Noël Banfan. Merci, Madame la Présidente, de donner la parole. Notre propos va porter sur le thème, comme vous l'avez précisé, identité et transcendance, 2 points. La nécessité d'une éducation à la pensée élargie, le concept est de Kant, à l'intelligence émotionnelle et à l'équité. En effet, nous pensons, Madame la Présidente et chers auditeurs, que la libération de l'étau des identités closes et meurtrières et l'ouverture horizontale à l'autre, c'est-à-dire aux différents, sont consécutives à une formation qui permette à l'individu ou à un sujet de se décentrer ou de se mettre à la place d'autrui, non seulement pour mieux le comprendre, mais aussi pour tenter, en un mouvement de retour à soi, comme de l'extérieur, de regarder ses propres jugements et valeurs du point de vue qui pourrait être celui des autres. Il s'agit, à la vérité, et par le biais de l'éducation à la pensée élargie, à l'intelligence émotionnelle et à l'équité, de construire progressivement, Madame la Présidente, des identités ouvertes et humanisantes sans lesquelles notre humanité va à sa perte. Merci beaucoup. Merci Gervais Noël. Justement, suite à ces 3 interventions, peut-être que Jean-François Duperron va présenter son idée du commun ou venir croiser ce que Gervais Noël vient de dire, puisqu'il parle du commun, on parle d'identité plurielle en même temps, et j'aimerais pouvoir faire ressortir pour tous nos auditeurs le lien, l'interdépendance avec la notion de paix et de justice sociale. Merci. Alors, très rapidement, bien sûr, bon, les théories et les pratiques du commun sont assez diverses dans l'humanité, parfois assez anciennes dans l'histoire, sauf qu'elles ne portaient pas nécessairement ce nom. Elles consistent pour les populations à s'organiser telles qu'elles sont, sans domination et sans ségrégation, sans discrimination. C'est-à-dire que pour une société qui s'organise autour des communs est une société qui ne s'organise pas autour d'une identité dominante, qui serait l'identité des plus nombreux ou des plus puissants, ou de ceux qui ont, ou des plus riches, ou de ceux qui ont telle ou telle religion ou autre. Elle ne s'organise pas non plus de manière séparée, comme une mosaïque ou comme une marqueterie, disait Montaigne, comme une marqueterie mal jointe, vous savez, des bouts de bois un peu mal joints, comme ça. Une société des communs, elle s'organise par le fait même de s'organiser sans domination et sans discrimination. Alors, pour le dire comme ça, je suis venu à cette idée-là de différentes façons, mais entre autres en travaillant sur les problèmes que posent les études décoloniales. Les études décoloniales ont l'immense avantage de nous montrer, pour rebondir un peu sur ce que disait Alfred, pour nous montrer qu'il y a des évidences invisibles qui perdurent. Il y a par exemple un racisme sans race, il y a un racisme sociologique quasiment, et il n'y a pas besoin d'avoir des convictions racistes pour que le racisme soit efficient dans une société. Je parle ici des sociétés, de tout type de sociétés sans doute, mais je parle par exemple de la société française. Le racisme n'a pas besoin de convictions en particulier. Il s'exerce de manière structurelle un peu et systémique. Pour en sortir, il y a la voie de la reconnaissance des dominés. Une partie des études décoloniales va dans ce sens-là, et à juste titre d'ailleurs, en disant je ne dois pas subir d'épistémicide, je ne dois pas subir l'oubli, le saccage de ma mémoire.
je dois affirmer fièrement que ce que je suis, eh bien, ça se rattache à des ancêtres, à une tradition, il y a une langue, il y a une culture, il y avait des dieux, il y a ceci, il y a cela, il y a des filiations. Et évidemment, ces choses-là méritent d'être mises en avant, surtout qu'elles sont en général écrasées sous le poids des normes dominantes. Mais c'est là que ça devient un peu plus compliqué et peut-être un peu moins consensuel, parce que dire que le racisme c'est mal, c'est assez facile à faire. Dans un deuxième temps, on va dire que le retour identitaire, comme le disait Amin Malouf, ça peut être très meurtrier aussi. Parce qu'en travaillant mon identité, au lieu de travailler ce que je vais avoir en commun avec les autres, au lieu de me lancer en direction d'une vie commune, quelles que soient nos origines, nos ceci, tout cela, je me lance en direction d'une reconnaissance identitaire qui va mettre l'autre à distance, avec des interrogations un peu débiles, du genre, est-ce que toi, tu es vraiment corse? Est-ce que toi, tu es un vrai Congolais? Est-ce que toi, tu es vraiment un Cri? Est-ce que toi, tu es un vrai Séminole, etc. Des choses qui ne permettent pas, à mon avis, de construire un monde commun, un monde par les communs, c'est-à-dire un monde de paix. Voilà, petit complément. Très bien, Jean-François. Du coup, Alfred, tu veux réagir à ce qu'il vient de dire, puisqu'il t'a cité, il a fait allusion à tes propos précédents, avant que Gervais ne puisse renchérir. Oui, effectivement, c'est le danger à ce niveau-là, comme pointait Jean-François. La quête, la recherche de nos identités, si on y prend garde, c'est le piège de l'enfermement. Le piège de l'enfermement. C'est pour ça que dans mon travail, je pense, si on creuse bien ces éléments des ontologies plurielles, il y a deux éléments qui peuvent ressortir. Enfin, principalement, ce ne sont pas forcément des éléments, mais deux façons de voir. C'est-à-dire, en creusant les ontologies, je peux prendre l'exemple, peut-être pour me rendre plus accessible, les pays du Sud et les pays du Nord. Si on examine bien les ontologies, par exemple l'ontologie occidentale ou les ontologies occidentales, et par exemple l'ontologie africaine, ou celle que je connais le mieux, et ça ressemble bien entendu aux ontologies pratiquement des cultures de l'Amérique latine aussi, hein, pour les pays du Sud. Le rapport par exemple au temps, rien que la notion du rapport au temps, dans la conception du temps dans les pays du Sud, par exemple en Afrique, c'est un rapport circulaire au temps. Et ce rapport circulaire a des conséquences dans la façon qu'un Africain a de voir le monde, de penser en quelque sorte le demain, de structurer son agenda, et même sur des conséquences même économiques, indirectement sans s'en rendre compte. Et quand on va de l'autre côté, la conception de l'ontologie, par exemple, occidentale, notamment à partir des Lumières, c'est un rapport au temps qui est linéaire. Hein, le temps est toujours morcelé. Hein, donc, à 8 heures, on fait ceci, à 9 heures, on fait autre chose, à 15 heures, on fait autre chose. Quand vous avez deux personnes qui ont ces conceptions du temps, ben si vous n'avez pas une lecture intrinsèque de ces éléments-là, ben, c'est sûr que vous allez vous heurter à des situations, à des incompréhensions. Et donc, à des problèmes, on voit bien dans des familles de couples mixtes, ben, la conception du temps devient vraiment un problème entre couples mixtes. Mais si on a une compréhension de ces éléments-là, ben, les notions comme de tolérance, d'acceptabilité, de seuil de tolérance, en fait, on peut les avoir, on peut les analyser, on peut les comprendre et essayer de pousser l'autre à voir aussi ce que l'autre semble. Donc, pour aller à ces espaces d'entente, à ces espaces de commun dont parlait Jean-François, je lui dis, il est intéressant de comprendre qui structure la façon que chacun, hein, l'autre qui est en face de moi, a agi, à voir le monde, a agi. Qu'est-ce qui fait que Alfred agisse de cette manière? Est-ce que parce qu'il a l'intention de me blesser? Ou peut-être ça dépasse même sa propre conscience, qu'il y a des éléments structurels qui sont là, mais qui font que Alfred fonctionne comme ceci ou comme cela. J'ai travaillé dans un foyer des jeunes en difficulté pendant que je préparais ma thèse. Une jeune fille d'origine guinéenne qu'on avait accueillie dans ces foyers. Et à peine 3 mois arrivée en France, toute contente ce soir-là, eh ben, elle disait, semblait penser dire quelque chose d'intéressant à une éducatrice qui sortait des congés de maternité, qui avait pris quelques kilos, que tu avais grossi. Cette jeune fille de 13 ans dit à cette éducatrice que tu avais grossi.
Et parmi les jeunes qui entouraient cette jeune fille, c'était des jeunes Français. Ah ben, le propos était interprété, à juste titre, comme une injure. En France, on ne dit pas à une personne que tu as grossi. Mais pour cette jeune fille-là, ben, c'était peut-être pas ça dans sa tête. Tout le monde lui est tombé dessus. Et quand je prends le boulot, la collègue m'explique la situation. Je lui dis, est-ce vraiment, il n'y avait pas autre chose? Est-ce qu'il y avait autre chose qui pouvait justifier le comportement de cette fille? Non, 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 c'est ce qu'elle a dit et ça a énervé tout le monde. Je dis, assurément, peut-être qu'il n'avait pas l'intention de t'injurier. Elle était étonnée. Il dit, on va voir la jeune fille dans sa chambre. Elle était en larmes, en pleurs. Je lui dis, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a poussé à injurier l'éducatrice? La jeune fille dit, mais injurier? Mais je n'avais aucune intention d'injurier. Pour moi, dire que tu as grossi, c'était un compliment. D'où je viens, dire à quelqu'un que tu as grossi, c'est un compliment. Voyez-vous, cette situation a généré des tensions dans ce foyer, simplement par un malentendu. Parce qu'on ne pouvait pas accéder à l'univers de l'autre. L'univers de l'autre était incompréhensible. Et donc, j'ai demandé au chef de service, serait-il pas possible de nous proposer de formations sur l'interculturalité qui nous éviterait des incompréhensions inutiles au foyer. Ça avait généré des tensions inutilement par un manque de compréhension réciproque. Et donc, je me dis, c'est pour ça que j'essaie un peu de creuser ces questions-là. Pour vivre ensemble, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la justice, il faudrait essayer de se comprendre. Et pour essayer d'habiter ce qui est étranger, ce qui est l'autre, il nous faut, semble-t-il, accéder à ce qui le constitue. Or, ce qui le constitue est souvent sous-tendu par ces éléments ontologiques de nos cultures. Merci Alfred. Donc, ça me fait penser à l'éducation, à l'interculturalité, qui reste quelque chose de très important. Je vous laisse la parole, Gervaine Noël. Oui, merci Olga, merci Madame la Présidente. En fait, je veux rebondir sur ce que Alfred vient de dire et qui m'interpelle et qui est vraiment important pour nous. Il dit accéder à l'univers de l'autre, il faut faire preuve de compréhension, comprendre. Et c'est effectivement ce que Kant nous dit et que reprend Luc Ferry, le philosophe français, avec la notion de la pensée élargie. La pensée élargie voudrait qu'on se décentre, qu'on sorte de son soi, de son identité et qu'on ose s'ouvrir à l'identité de l'autre pour le comprendre, parce qu'en le comprenant, Olga, on se comprend soi-même, on l'enrichit et on s'enrichit. Excusez-moi, je vous lis juste 2 phrases, n'est-ce pas, de Luc Ferry dans « Qu'est-ce qu'une vie réussie » concernant la notion de pensée élargie que, n'est-ce pas, auquel fait appel, à laquelle fait appel Alfred et Jeff. Luc Ferry dit ceci à la page 469 de « Qu'est-ce qu'une vie réussie » ? Là où l'esprit borné est englué dans sa communauté d'origine, au point de juger qu'elle est la seule possible, ou, à tout le moins, la seule bonne et légitime, l'esprit élargi parvient, en se situant du point de vue d'autrui, à contempler le monde en spectateur intéressé et bienveillant. Acceptant de décentrer sa perspective initiale, de s'arracher au cercle limité de l'égocentrisme, il peut pénétrer les coutumes et les valeurs éloignées des siennes, puis, en revenant à lui-même, prendre conscience de lui d'une manière distanciée, moins dogmatique, et enrichir ainsi considérablement ses propres vues. Fin de citation. Donc, vous voyez que Alfred ou Jeff disent la même chose que Luc Ferry, et nous sommes d'accord de ce point de vue. Parce qu'effectivement, l'enfermement sur soi, le repli identitaire, le communautarisme, le rejet de l'altérité a pour conséquence, dans mon pays, le Cameroun, le fleurissement ou le durcissement du tribalisme et de l'ethnofascisme. L'autre, comme disait Montaigne, est considéré véritablement comme un sous-homme, un barbare. Donc l'autre est considéré comme un sous-homme, comme un barbare à marginaliser et même à détruire. Donc, et il y a des insultes qui fleurissent ici. Quand on veut insulter quelqu'un, on dit il est comme un anglophone, pour désigner par exemple nos concitoyens de la zone anglophone, ou quand on veut insulter quelqu'un
on veut dire que quelqu'un n'est pas propre, on dit qu'il est comme un bamilégué. Donc, il y a des stéréotypes, il y a des préjugés qui amènent, n'est-ce pas, à cette détestation, à cette haine entre les communautés, entre les tribus. Donc, effectivement, la non-compréhension, l'incapacité de s'élever et de sortir de soi pour aller à la rencontre de l'autre est à l'origine donc du tribalisme, de l'ethnofascisme, du racisme, du sexisme, des conflits de civilisation, même en Occident, conflits de religion, d'idéologie, conflits de mode de vie ou de culture. Merci. Merci, Gervais. Ce que vous dites, en fait, me fait penser à la philosophie Ubuntu, la philosophie africaine, Ubuntu. Et je ne sais pas si dans votre idée, il y a cette résonance-là. Mais en tout cas, c'est flagrant et ça me fait penser à ce contre-pied de la citation de Dercat, hein, le cogito ergo sum, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Et est-ce que peut-être même que Jean-François même peut faire un lien justement avec la notion de commun également, ou si Gervais veut répondre rapidement à cette remarque. Merci. Effectivement, avec la philosophie, la sagesse de l'Ubuntu, nous sortons, n'est-ce pas, du solicisme, de l'individualisme pour entrer dans ce que je peux appeler la nécessaire interaction entre les individus, entre les personnes, parce que c'est grâce à l'autre, c'est par l'autre, c'est avec l'autre que je me définis. Et c'est avec moi, grâce à moi et par moi, que l'autre se définit, s'affirme et s'enrichit. Donc, on ne saurait, dans le cadre, le contexte de cette sagesse de l'Ubuntu, se définir, se poser, s'affirmer en s'opposant à l'autre ou en aliénant l'autre. Parce que effectivement, cette sagesse de l'Ubuntu, chère Olga, est en rapport même avec le principe de l'interdépendance qui est au cœur de la spiritualité philosophique. Parce que nous sommes reliés. Alors, si un maillon de la chaîne a des difficultés, ce n'est pas ses propres difficultés. Ces difficultés vont rejaillir nécessairement sur nous. Merci. Peut-être Alfred ou Jeff peut compléter ou enrichir, n'est-ce pas, cette sagesse de l'Ubuntu. Merci. Oui, je trouve que c'est un bon exemple de ce que nous essayons un petit peu de dire tous les trois. Je voudrais juste le compliquer un petit peu et puis ensuite je vous parlerai rapidement des gens. Ubuntu, ça me paraît être un bon exemple justement de ce qu'a avancé Jean-Loup Amsel. C'est-à-dire que personne n'a le monopole je pense, de la création de telle ou telle chose. Et l'Ubuntu, très probablement, c'est à la fois quelque chose qui émane de certaines zones d'Afrique australe et aussi quelque chose qui s'est transformé par contact avec les colons, par contact avec une pensée qui est arrivée d'Occident, qui est arrivée de manière très peu pacifique, évidemment, mais qui a aussi influé un petit peu. On trouve beaucoup dans le monde comme ça des éléments que l'on croit purement natifs et qui en fait sont aussi des éléments qui sont le produit de croisement ou de créolisation. Et on peut le dire aussi de l'Occident d'ailleurs. Quand on étudie le fameux miracle grec de la philosophie, l'Occident a inventé la philosophie, les Grecs, etc. Mais en fait, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé en Grèce à l'époque sans comprendre ce qui s'était passé en Asie, sans comprendre la grande circulation qu'il y a eu là autour de certaines idées, autour de certaines ontologies, représentations de l'humain et autres. Donc voilà, c'est un exemple intéressant. C'est un peu ce que dit Édouard Glissant. Je crois que trop souvent, on connecte la notion de culture à la question identitaire, alors que par définition, la culture ne peut pas être ce qui nous
ce qui nous différencie, ce qui peut nous opposer, mais au contraire, ce par quoi nous allons pouvoir nous rencontrer, parce que je rencontre l'autre toujours par sa culture aussi, en allant vers lui, en essayant de comprendre ce qu'il me dit, je m'adapte à sa gestuelle, à ses sourires, etc. J'essaie de comprendre que quand il me dit que je suis gros, c'est un compliment, bon, voilà, d'accord. Alors, il y a différentes façons de penser l'identité. Souvent, on pense l'identité de manière... Alors, on a progressé là-dessus avec Paul Ricoeur, comme vous le savez sans doute. L'identité, c'est un récit quand même, c'est quelque chose, c'est narratif, c'est une histoire qu'on se raconte. Cette histoire, elle est difficile à raconter parfois quand on a des trous dans notre histoire, parce qu'il y a eu des drames dans notre vie, où il y a des choses qu'on ne sait pas, des questions d'adoption, des traumatismes, la guerre, la déportation, des choses comme ça. Donc, c'est très difficile de construire son identité sur ces bases-là. Mais quand on va jusqu'au bout de ce raisonnement, le récit identitaire, c'est un récit qui toujours fait intervenir l'autre. Parce qu'il n'existe aucun être humain autoproduit, il n'existe aucune culture isolationniste, complètement isolée des autres, sauf des cas très particuliers dans l'histoire de l'humanité et qui souvent débouchent sur un dépérissement de la société, dépérissement génétique, dépérissement culturel et autres. L'échange, le pont culturel, c'est quelque chose qui est tout à fait salvateur pour l'humanité. Donc l'identité, dit Édouard Glissant, c'est une identité relation. Et la créolisation, c'est pas réservé aux Antilles, la créolisation. La créolisation culturelle, c'est un phénomène mondial. Qu'ensuite, on puisse s'accrocher pour des raisons fort légitimes parfois à des éléments distinctifs, ne doit pas nous faire oublier que nous avons une chose en commun, c'est la diversité. Et je reviens au début de ma petite intervention, puisque nous avons une chose en commun, la diversité. Je crois que c'est une phrase qui figure dans un des classiques de la philosophie Ubuntu, de la petite fille de Desmond Tutu. Nous avons une chose en commun, c'est la diversité. Donc notre identité, elle est toujours relationnelle. Ce qu'on met en avant souvent d'ailleurs pour nous distinguer, bon moi j'avais travaillé un petit peu sur les Bassaris au Sénégal, ce que les Bassaris mettent en avant pour se distinguer sont des éléments superficiels de leur culture, des éléments rares, des éléments qui apparaissent de temps en temps quand il y a une fête traditionnelle, une cérémonie d'initiation, etc. C'est pas tout à fait la même chose qu'à côté, mais tout le reste est extrêmement commun. Et quand on regarde les Bassaris, les Bassaris sont des Peuls, sont des Bambara, c'est ceci, c'est cela. Comme nous tous finalement, hein, nous avons une identité, relation et une histoire commune. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Il faudrait nuancer. Oui, merci. Justement, avant de peut-être clôturer les différentes interventions individuelles et donner la parole au public ou aux personnes qui ont des questions, je voudrais juste revenir sur la notion d'éducation, parce qu'en vous entendant, ça fait écho à une citation phare de Paulo Freire que j'aime beaucoup, ce pédagogue brésilien, qui dit « Personne n'éduque personne, les hommes s'éduquent au travers de leur rencontre, de leur intermédiation, par l'intermédiaire du monde, si je peux aussi paraphraser ainsi. Donc, c'est au travers des différentes altérités, des confrontations culturelles, des confrontations aussi de perception, de vision du monde, de l'autre, qu'on arrive à s'éduquer, s'auto-éduquer, s'éduquer mutuellement. Et donc, du coup, la question que je lance comme ça, peut-être pour clôturer ces échanges individuels, c'est plutôt comment vous pensez donc réussir ce type d'éducation ou quelles sont les pistes, les préconisations pour une éducation aux altérités ou interculturelles. Voilà. Qu'est-ce que concrètement peut-être on peut évoquer ou juste des pistes pour le public? Merci. Merci Olga. Oui, c'est une question intéressante, mais j'ai envie de répondre de deux manières. En m'inscrivant déjà dans la tradition de l'humanisme de la Renaissance, qui nous invitait tout simplement, qu'est-ce qu'est l'humanisme? C'est aller à la rencontre. C'est un colloque. Hein. L'humanisme renvoyait à l'idée de colloque. On apprend en rencontrant les autres. J'ai dit toujours à mes étudiants, vous serez enseignants, puisqu'on participe à la formation des enseignants, et l'enseignant, son boulot d'une manière ou d'une autre, c'est essayer, comme le disait Hannah Arendt, de faire rentrer ces nouveaux venus
les enfants en contact avec le génie des nos dévanciers. Et le génie des nos dévanciers se trouve dans les œuvres de la culture de façon générale. Et c'est en apprenant à les discuter avec ceux qui ne sont plus, donc les morts, que finalement on apprend à éveiller en soi-même notre propre génie. Autrement dit, nous ne pouvons pas devenir génial si nous ne sommes pas capables d'aller rencontrer le génie de ceux qui ne sont plus. Donc, on se forme quand se confrontons avec l'intelligence des autres, les cultures des autres. Effectivement, Jean-François citait Édouard Glissant. C'est un auteur que j'aime bien. Il utilise la métaphore de rhizome, l'identité rhizomique. Le rhizome, c'est une plante qu'on trouve que dans les zones tropicales, généralement, et qui a pour caractéristique spécifique, c'est qu'elle n'a pas une racine principale. Contrairement à d'autres arbres, il y a une racine principale, un universel qui vient du vertical et où s'est grefferaient toutes les petites singularités. Ça, c'est l'arbre, l'image de l'arbre qu'on a l'habitude. Mais le rhizome n'a pas cette racine principale. Donc, résultat, comme elle n'a pas de racine principale, elle n'a que d'une pluralité des racines qui s'entrecroisent et les unes des autres dépendent des unes des autres. C'est exactement cette métaphore correspond bien à la dimension de l'éducation. On se forme en allant à la rencontre des autres et en se confrontant à cette altérité, qu'on apprend en quelque sorte à s'émirer soi-même et voir ce qui est, en même temps dans ce miroir, voir ce qui à la fois nous éloigne, mais en même temps et surtout ce qui nous ressemble et ce qu'on a en commun, comme disait Jean-François. Or, ce qu'on a en commun du point de vue éthique et du point de vue philosophique, c'est ce que Kant appelait en quelque sorte, qui appelle donc notre respect, la dignité humaine. Qu'est-ce qu'on peut avoir au-delà de nos différences? Et la différence, c'est ce qu'on voit généralement. Les différences, c'est ce qu'on voit. Mais c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui, paradoxalement, nous unit. Or, qu'est-ce qui m'amène à me décentrer quand je suis devant l'autre? Est-ce sa beauté? Est-ce sa laideur? Ou bien il y a quelque chose d'autre que je ne vois pas avec mes yeux, mais qui me commande de me décentrer? Kant dit, c'est la dignité humaine. Et c'est cette dignité-là qui appelle la notion de respect. Le mot respect n'a de sens que parce que je comprends qu'en l'autre, il y a quelque chose de plus profond et qui appelle en quelque sorte ma réponse. Ma responsabilité, c'est de répondre à ce visage nu, dirait Lévinas, et qui m'interpelle et qui m'appelle. Quand les enfants peuvent accéder à cette compréhension de la dignité, de l'humain, de cet universel, en dépit de nos différences, pour moi, tel est le colloque qu'il faut chaque jour essayer de mettre les enfants en contact, quoi. Merci, Alfred. Gervais, veux-tu Oui, renchérir ou avant qu'on... Oui, je veux renchérir en ajoutant quelque chose à ce que Alfred vient si bien de dire. L'éducation aussi doit prendre aussi en compte l'éducation de nos émotions. C'est ce que nous appelons avec les Américains l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qui consiste à amener l'apprenant ou à nous amener nous-mêmes à nous comprendre du point de vue de nos émotions, à les connaître, à les maîtriser, à connaître et accueillir les émotions des autres et à savoir comment gérer toutes ces émotions-là. Parce que lorsque quelqu'un vous insulte, par exemple, si vous n'avez pas cette intelligence ou cette éducation émotionnelle, vous allez réagir instinctivement. Donc, il faut que dans nos programmes éducationnels de formation, on intègre davantage, n'est-ce pas, l'éducation à l'intelligence émotionnelle. C'est très important pour moi. Il y a aussi, Olga, pour finir, je voulais aussi souligner quand même que s'il y a le choc des altérités ou le choc des identités dans le monde aujourd'hui, dans mon pays, partout en Afrique et dans le monde, c'est aussi parce qu'il y a des inégalités, des injustices. Et il y a la paupérisation, la domination, l'exploitation. Il y a des mythes fondateurs des communautés, des nations qui sont des mythes de domination ou d'hégémonie. Bon, en passant, alors il faut donc procéder à la médicalisation
de ces dérives-là, peut-être par l'éducation, comme on vient de le dire, mais aussi par la mise en place des lois nationales et internationales plus justes, plus équitables, qui ont le souci d'égalité, par la lutte contre la prédation, l'exploitation, par la lutte contre les mythes fondateurs, n'est-ce pas, qui légitiment l'hégémonie, etc., etc. Merci. Bravo, merci, merci à Germaine Noël de nous amener si loin. Je ne sais pas si Jean-François veut intervenir ou on donne la parole au public. On peut donner la parole. Oui, pour qu'au fur et à mesure des questions, on puisse approfondir un élément. Alors, je ne sais pas si déjà il y a des questions. Clairisa, est-ce qu'il y a des questions en ligne, des questions recensées? Est-ce que sur la discussion, il n'y en a pas? Oui, je peux. Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Alors, le public, est-ce que voilà, vous pouvez lever la main et puis intervenir ou interroger? En attendant, je dis un petit mot alors, le temps que les Oui. gens se décident. Si la première question est difficile, vous n'avez qu'à poser la deuxième directement. C'est facile. Bon, ouais, moi, j'essaie de réfléchir modestement à ce que serait une éducation pour un monde commun, comme ça, une éducation des communs. Alors, c'est une éducation en mode mineur. C'est un concept que j'ai emprunté à l'anthropologue Tim Ingold. Une éducation en mode mineur qui ne se fixe pas à un seul modèle abstrait souvent, le vrai français, telle et telle histoire et pas telle autre, telle façon d'être et pas telle autre. C'est une éducation qui, au contraire, considère que l'humanité, c'est une expérience partagée, et qu'en la laissant aller le plus possible, on obtiendra de meilleurs résultats qu'en commençant par séparer les gens entre ceux qui sont savants, ceux qui ne le sont pas et autres. L'éducation en mode mineur, c'est une éducation à l'intelligence des relations. Je retrouve tout à fait, je me retrouve dans ce que vient de dire Gervais, par exemple, notamment avec le côté émotionnel. Les systèmes scolaires, souvent, cultivent l'intelligence des objets, l'intelligence des choses, l'intelligence éventuellement des lois ou autres, dans un but souvent de sélection sociale et de hiérarchisation sociale ou de séparatisme social. Hein, je pense que si on met les enfants de deux communautés qui se tirent dessus, si leurs enfants vont dans une même école, déjà on a fait un grand pas. Parce que là, on peut travailler l'intelligence des relations. L'intelligence des relations, c'est l'éco-pédagogie pour des questions autres que celles d'aujourd'hui, mais c'est aussi apprendre que systématiquement, l'être humain, c'est quelqu'un qui est en relation avec l'autre, qui est en relation avec son environnement, comme le disait John Dewey, hein, le pédagogue américain. Ce qui nous construit, c'est l'expérience, c'est-à-dire toujours l'interaction avec l'environnement, et non pas le fait de cultiver moi-même quelque chose qui serait là avant toute chose. Voilà, donc ces deux points qui me paraissent très, très importants. Et à l'opposé, je voudrais citer ici une collègue indienne de la République d'Inde, Vandana Shiva, qui nous dit que un des plus gros problèmes de l'humanité actuellement, c'est la monoculture, elle dit. Alors, c'est la monoculture, évidemment, au sens agricole du terme. Je pense qu'un petit peu partout, nous savons ce que ça veut dire, la monoculture. Hein. C'est la fin de l'agriculture paysanne, ce sont les pesticides, etc. Mais la monoculture aussi au sens culturel et politique du terme. La monoculture, le fait d'être incapable de comprendre l'autre, de comprendre même que l'autre existe avec sa culture, et de ne pas construire aussi quelque chose qui, comme le disait Alfred, peut être un élément de culture commune, par exemple la dignité humaine comme élément universel, qui est à construire de manière dialogique. Donc ça, c'est l'autre aspect aussi d'une éducation à la paix. C'est forcément, bon, je ne réinvente rien là, c'est une éducation dialogique, comme le disait Paolo Freire par ailleurs. Et l'autre élément aussi que conteste Vandana Shiva, c'est la monoculture politique aussi. Vous connaissez ça, hein, il n'y a pas d'alternative, on le dit toujours, il n'y a pas d'autre alternative, c'est ça ou rien, quoi. Vous prenez ce qu'on vous demande, parce qu'autrement, il n'y aura pas autre chose. Voilà, monoculture biologique, on va dire, monoculture culturelle et civilisationnelle, et monoculture politique, ça se répond assez bien, je trouve. Et c'est ça que l'éducation des communs doit contrebalancer. Oh là là, merci Jeff, merci, je suis très content, merci, parce que là, Très bien, ça me Jean-François. parle. Des questions?
Oui, dans il y a le une question public? de Gina Thésée dans la conversation. Oui, oui. Bon, je peux vous la lire. Donc, Gina, Oui. sauf si Gina veut parler directement. Gina, est-ce que tu veux prendre la parole? Bah, du coup, je vais lire ces questions. Du coup, merci, j'adore votre dialogue. Comment écrire, comment penser, Chamoiseau, alors que l'émotion est congédiée en éducation et par l'éducation, et même en parlant de l'émotion, c'est pour mieux la contrôler, l'étouffer en quelque sorte. Ce faisant, ne prive-t-on pas l'autre opprimé de sa capacité de se dire et de réagir aux blessures subies? Je pense donc je suis, mais aussi je ressens donc je suis, et monoculture et colonialisme dialogue bien. Très bien, merci pour la lecture des propos de Gina. Alors, je viens aux questions. Ou des remarques, hein, ça peut être des remarques ou des interventions. Notre auditoire est voir une timide. réponse par rapport à ce que Gina venait de dire ou bien… Oui, ça peut être ça, oui, ça peut être une remarque ou voilà. En fait, Je- et ce qui me vient à l'esprit, je ne sais pas si j'ai bien compris, hein, donc Gina m'excuse si je n'ai pas traduit ou j'ai traduit mal. L'éducation, l'émotion, comme l'a dit Gervais, je pense ça a été dans l'histoire un peu des idées, ce que le romantisme a le plus reproché aux Lumières. Hein. Les Lumières ont eu une façon de penser l'éducation au modèle pratiquement des sciences expérimentales. Donc, comme Jean-François le disait, l'étude des objets, il fallait disséquer l'objet à partir du moment où on a extirpé de l'objet ce qui fait son essence, on n'a plus besoin de cette singularité. Donc, c'est une rationalité abstraite que les Lumières nous ont proposée et nous coupons un peu de ce qui a toujours fondé l'homme. L'homme ne peut pas s'autofonder. C'est ce que le romantisme reproche aujourd'hui. L'homme ne peut pas s'autofonder à partir d'une simple rationalité, à partir de son usage, qu'il soit à bon escient, ça ne suffit pas. L'homme, c'est toujours un être historique, un être qui a des liens, un être qui a de l'émotion, qui a de l'imagination. Et donc, la formation doit être une formation globale. Comme, en fait, ils avaient le souci de vouloir réhabiliter un peu ce que le monde grec au 5e, 4e siècle avait proposé comme modèle la formation, une formation qui touche l'être dans sa globalité, aussi bien sur le plan spirituel, sur le plan rationnel, sur le plan poétique. D'ailleurs, la poésie était au cœur de la formation de l'homme grec. Hein. Et donc, l'émotion, effectivement, est essentielle. La dimension esthétique. La dimension esthétique est essentielle dans la formation chez les romantiques allemands. Du aussi préconista, hein, l'expérience esthétique. Hein, en laissant les enfants dans la nature, par exemple, en les accompagnant, les enfants peuvent ressentir les choses, peuvent voir les liens qui unissent les choses, ou les relations parfois subtiles qu'on ne perçoit pas. Et parfois, la création, normalement, la création est l'œuvre de l'émotion, est l'œuvre de l'imagination. Donc, l'imagination créatrice, l'émotion créatrice, c'est essentiel. Donc, effectivement, il ne faut pas cantonner l'éducation de l'enfant que sur une éducation, une rationalité déconnectée de ce qui fait l'être en rapport avec lui-même, en rapport avec ce qui l'entoure, en rapport avec le cosmos. C'est le même idéal, hein, le même idéal, j'allais dire, hein, cette recherche de l'harmonie. Cette recherche de l'harmonie sur tout le plan de l'être. Merci Alfred. Avant de donner la parole à Jean-François, justement, ça me fait penser à quelque chose, hein, tout simplement. Je pense que c'est les origines initialement les objectifs de l'éducation. Oui. Éduquer Oui. et éducarer, voilà, initialement, c'est ça la vocation première de l'éducation. Après, on en a peut-être fait autre chose, hein, tout simplement. Mais voilà, c'est simplement ce que je voulais ajouter. Et je vais donner la parole à Jean-François. Merci. Oui, bon, je réagis aussi à ce qui a été écrit par Gina et puis au complément là, d'Alfred en parlant d'un geste pédagogique un petit peu simple, puisque l'autre, c'est une rencontre, en fait. Ça commence toujours comme une rencontre.
c'est un commencement, c'est une histoire commune que nous commençons et que nous recommençons parfois tous les jours quand il faut prendre du temps d'ailleurs pour construire les liens à partir de l'intelligence de nos relations. Alors, vous savez qu'il y a différentes façons de raconter ce qui s'est passé en 1492, et qui n'était pas la découverte du Nouveau Monde d'ailleurs, mais enfin bon, c'est raconté comme ça. Et, nous, on connaît les manières souvent occidentales de raconter ces choses-là, et on voit beaucoup se mettre en place une volonté de désigner l'autre, de l'animaliser d'ailleurs souvent, ou de l'idéaliser par réaction. Puis ensuite, on va voir apparaître des éléments plus scientifiques, plus rationnels, mais qui ont en gros la même vocation, c'est d'exploiter l'autre s'il est exploitable, ou alors de le détruire s'il est jugé hostile ou non colonisable, non employable, etc. Et puis, il y a un autre récit de l'autre côté. Alors, je ne les connais pas tous, évidemment, les récits de l'autre côté, mais il y a entre autres dans la culture des Tupinamba. Alors, je me suis un peu intéressé aux Tupinamba du Brésil, puisque ce sont les Indiens dont parle Montaigne dans ses essais. Donc, c'était peut-être les mieux connus, entre guillemets, en France dès le XVIe siècle, les Tupinamba, quand la baie de Rio, qui n'était pas encore Rio, était plutôt française, enfin franco-brésilienne, on va dire. Et les Tupinamba, quand ils racontent l'arrivée des Portugais, des Français et puis des Hollandais aussi, ils racontent avec une formule qui est Abape Ende en Tupi. Abape Ende, ça veut dire qui es-tu? C'est une question qu'ils auraient posée à l'autre. Alors évidemment, c'est un peu idéalisé sans doute, mais qui es-tu? C'est un geste d'accueil et de découverte tout à fait intéressante qui, au lieu de désigner l'autre et de dire je vois qui tu es un migrant, tu es ceci, tu es cela, qui es-tu? Lui demande, lui, de se nommer, lui demande de se désigner, de raconter ce qu'il a envie de raconter, parce que la normalité, justement, c'est la pluralité, c'est pas que l'un désigne l'autre et lui donne l'assigne à résidence culturelle et à résidence anthropologique. Voilà, donc il me semble que derrière tout ça, il y a différents types d'anthropologie qui sont presque concurrentes et que nous n'avons pas forcément pris les uns et les autres, d'ailleurs, la bonne direction avec une anthropologie qui définit l'humain comme étant composé de groupes différents, dont les plus puissants désignent les plus faibles, en fait, ont la possibilité de désigner. Je vais terminer cette petite intervention, je suis peut-être un peu long, en citant un philosophe, mais vous allez voir, pour dire du mal, en fait, que Emmanuel Lévinas, qu'on connaît assez bien en Occident parce qu'il a écrit des pages formidables sur le respect de l'autre, la rencontre de l'autre par son visage. Il dit des choses formidables, Lévinas, quand je suis face au visage de l'autre, là, dans cette interaction, je suis vraiment au cœur de la relation humaine. Oui, mais Lévinas a écrit aussi que seule la civilisation occidentale est capable de cela, il dit, parce qu'elle est la seule qui est capable de comprendre ce que sont les autres. Ce qui évidemment est une monstruosité comme phrase. Donc je pense que nous avons toujours et encore et toujours à refaire un travail éducatif sur nos propres représentations. Voilà. Je vous remercie. Il y a Gabriel qui, voilà, en privé, me propose d'intervenir parce qu'il a une question. Après, il y a une question de Gina et de Clarissa. Donc, j'introduis Gabriel. Il peut bien prendre la parole. Bonsoir, Gabriel Touré. Donc, bon, l'observation que je me disais, est-ce que l'influence de la société et l'éducation déjà ne sont pas déjà un frein au fait de, comment m'expliquer, déjà pour chercher à comprendre l'autre, pour avoir cette ouverture d'esprit qui nous fait chercher déjà, même quand nous avons nouvellement dans un environnement, pour nous intégrer, pour chercher à comprendre comment fonctionnent les choses déjà. Est-ce que l'éducation et la société déjà ne nous influencent pas? Et puis, moi, j'aime faire la différence entre l'instruction et l'éducation. Pour ma part, je pense que l'éducation, elle vient de la famille, de l'environnement, de là où nous nous trouvons. Et l'instruction, c'est plus une institution établie par l'État. Et je pense qu'aujourd'hui,
l'État est plus intéressé par l'éducation sexuelle de nos enfants plutôt que l'éducation émotionnelle. Parce que l'État veut formater l'individu pour rentrer dans un certain moule. Alors que si on éduquait vraiment l'autre, on lui donnait les outils pour avoir cette ouverture d'esprit, déjà même le racisme, la haine, tous ces mots que nous connaissons dans nos sociétés n'existeraient pas. Donc, voilà un peu ce qui me venait un peu à l'esprit. Merci beaucoup, Gabriel, qui Oui, merci. participe depuis la Côte d'Ivoire. Hein? Oui, Olga, oui, il ne nous reste je pas voulais beaucoup dire de quelque temps. chose à partir de ce que Gabriel a dit. Une seconde. En une seconde, Jean, ce que le professeur Jean nous a dit m'a interpellé et ce que Gabriel vient de dire aussi. Donc, il s'agit effectivement j'utilise le concept que Gina utilise et que Olga utilise, il s'agit de déconstruire, de refonder, de décoloniser peut-être la structure mentale idéologique de la société, que la société nous a donné à peu près, de décoloniser les mentalités qui nous accompagnent depuis notre petite enfance. Là, c'est un grand travail que moi, personnellement, je dois faire puisque je suis l'héritier de toutes ces structures mentales, idéologiques qui m'amènent à agir d'une certaine façon. Je m'aperçois à partir de ce qu'on dit là qu'il faut que je fasse un travail sur moi-même. Et là, c'est vraiment difficile. Merci. Merci, Gervais. Mais pour dire autrement ce que Gervais venait de dire et pour répondre tant soit peu à Gabriel, je ne suis pas sûr que j'y arriverai, mais l'idée d'éducation, la base, c'est vrai, ce n'est pas que la famille. Hein, l'éducation, ce n'est pas que la famille. C'est vrai, l'instruction, c'est très moderne. L'éducation, c'est effectivement le processus de l'auto-émancipation. Normalement, la vraie éducation ne doit pas nous enfermer, ne doit pas nous mettre dans l'ambition politique, dans l'ambition de l'État. C'est pour ça que les Grecs, dès le début, s'ils avaient pensé avoir un ministre de la Culture au début, je pense qu'ils n'auraient pas réussi le projet éducatif qu'ils nous ont proposé. Et ils avaient compris ça. L'éducation chez les Grecs n'était pas une affaire de l'État. C'était une affaire des privés, donc des philosophes, des individualités qui pensaient en quelque sorte proposer des armes intellectuelles à chacun pour en quelque sorte s'auto-émanciper par le savoir. C'est-à-dire, il n'y a pas une structure étatique dans le 5e siècle grec qui pensait l'éducation, hein, ou non, comment il devait y avoir un ministre de l'Éducation nationale qui devait faire des plans d'éducation. Il n'y en avait pas. D'ailleurs, Dieu merci, heureusement. Si on avait eu, je pense qu'on aurait connu une autre histoire de l'éducation. Bon, l'État a fini par se construire par la suite, mais moi, j'ai toujours dit l'éducation doit promouvoir cette liberté individuelle, hein, l'émancipation de soi par le savoir. On donne à l'enfant les clés qui lui permettent de devenir lui-même les chercheurs de lui-même, qu'il apprenne à se découvrir, à se connaître lui-même. Et paradoxalement, c'est cette découverte de lui-même par lui-même, grâce à la médiation que l'enseignant peut lui permettre, qu'il accédera le mieux au monde, à l'autre, à la culture de l'autre. Donc, il n'y a pas l'altérité sans cette connaissance préalable de soi-même. La fameuse magique phrase dont vous connaissez bien le terme, le connais-toi toi-même, qui n'est pas d'ailleurs de Socrate, qui était déjà inscrit sur les frontons de beaucoup d'édifices en Grèce, notamment à Delphes. Socrate n'a fait que donner une interprétation philosophique à cette notion-là. Apprends à t'émigrer sur ce qui ressemble à quelque chose qui est de divin en toi. Et de ce miroir intérieur de soi par soi, que tu apprendras à t'ouvrir à d'autres horizons, aux autres. Mais que l'État ne vienne pas nous enfermer dans des structures et tout ça. Enfin, l'éducation, pour moi, c'est pas excellent, c'est la liberté. La liberté, mais la liberté ne veut pas dire éliminer la liberté d'autrui ou bien méconnaître la valeur. Oui, je suis désolée, Alfred, là, c'est vraiment, on doit terminer dans 3 minutes. Donc, ce que je te propose, c'est de conclure très rapidement et ensuite, Olga prendra la suite. Okay. Merci et encore désolée pour la coupure.
pouvez réactiver le micro parce qu'on n'entend pas. Oui. Oui. Ouais. On n'a pas entendu Alfred. Je ne sais pas si tu es en train de conclure. Je n'ai pas entendu. Ah oui, j'ai fini, j'ai fini. Ah, ok. Désolée. Désolée encore. Oui, parce qu'il y a des sessions qui se succèdent et c'est vrai que là, on est parti dans la passion de la chose et nous sommes tenus par le temps. Donc, je vais vous proposer de conclure. Donc, le mot de la fin. Ah, mais Altérité c'est et peut-être culture, c'est vrai Jean-François. que… Pardon? Peut-être, je ne sais pas si Jean-François veut conclure. Non, c'est la présidente qui doit La conclure. présidente, voilà. Une femme, Oui. hein, pour répondre à la question de Gina. Ouais. La question de Gina, c'était quoi? Parce qu'il me reste 6 minutes là. C'est une remarque sur le signifiant. Ah, ok. Mais ok. humanité, c'est déjà un petit peu mieux que l'homme, quand même. Oui, très bien. Ben voilà. Donc, Oui, bon, mais c'est vrai, c'était. Quand j'ai dit l'homme, je m'excuse parce que c'est moi qui ai utilisé beaucoup l'homme, mais c'est avec grand Ok. H, hein, mais ça n'a rien de genré. Hein. Donc, chère Non. Gina, c'est pas femme, Donc- homme dans ma tête. Je suis désolé pour ça, mais c'est un peu, Donc, ouais, cette déformation dont on parlait là. Je vous remercie infiniment pour cette participation active. Merci aux différents panélistes, merci aux participants. Et il y a la prochaine session qui suit. N'hésitez pas à vous connecter. Et c'est vrai que sans culture, sans altérité, sans éducation à l'altérité, il ne peut pas avoir de justice sociale et donc il ne peut pas avoir de paix. Donc allons et déployons cela dans des idées, dans des actions qui peuvent paraître simples pour une meilleure justice sociale et une paix dans le monde. Merci encore à tous. Ouais. Et désolé de couper rapidement comme ça. Allez, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Bonjour à la Côte d'Ivoire. On est ensemble. Bonjour, oui, et à tous On est les collègues qui ensemble. sont connectés. Ensemble.